Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de l'exercice 2 du TD numéro 2. Dans cet exercice, on étudie une particule libre dans une boîte. Tout d'abord à une dimension, puis ensuite à 3 dimensions. Et le but, c'est d'appliquer la formule de Weyl pour trouver les niveaux d'énergie approchés et déduire la densité d'état. Voilà, donc le problème précis est le suivant. Tout d'abord, à une dimension, on a donc un segment de longueur L et une particule de masse m qui est libre mais contrainte à rester dans ce segment de longueur L. Alors voici le schéma correspondant. Vous avez ici un axe, la position Q, qui est comprise entre 0 et L. Autrement dit, vous avez un mur en 0 et un mur en Q égale L. Et la particule ici avance librement, mais rebondit sur le mur, ici rebondit sur cet autre mur. Et donc elle se déplace. La particule classique ferait des allers-retours incessants parce qu'il n'y a pas de frottement. Par exemple, comme on va traiter ce problème en mécanique quantique, vous pouvez imaginer un petit fil métallique de longueur L, et cette particule libre correspondrait à un électron libre qui se déplace dans ce fil. On sait qu'en première approximation, les électrons dans un métal sont considérés comme des particules libres, et donc ils se déplaceraient librement le long du fil. Alors la première question est d'appliquer la formule de Weyl qu'on a vue à l'introduction de ce TD pour obtenir le nombre de niveaux d'énergie N de E inférieur à une énergie donnée E. Voilà, on rappelle dans l'introduction du TD la formule de Weyl. Le nombre N de E de niveaux d'énergie inférieur à une énergie E donnée, donc ce nombre de niveaux, est donné en première approximation par la surface ou le volume occupé dans l'espace de phase par tous les états classiques d'énergie plus petite que E, divisé par le volume occupé par un quanta, voilà, plus une correction négligeable. Alors c'est cette formule qu'on va appliquer, et pour l'appliquer, il nous faut donc trouver dans l'espace de phase classique où sont les points d'énergie plus petites que E. Et pour ça, la première étape est de trouver l'expression du hamiltonien classique h de qp, cette fonction h de qp. Alors pour ce problème d'une particule libre, c'est très simple parce que l'énergie potentielle est égale à 0 car par définition la particule est libre. Par définition, particule libre veut dire qu'il n'y a pas de force, donc la force égale 0. Or, la force, par définition, c'est moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à Q. Donc l'énergie potentielle est constante, mais par choix, on prend cette constante à 0. Donc voici l'énergie potentielle qui vaut 0 sur le segment 0L. Et bien sûr, aux limites, on pourrait dire que l'énergie potentielle est infinie pour signifier que la particule est contrainte à rester dans le segment 0L. Mais ça, on n'en aura pas besoin parce qu'on va s'intéresser que aux variables Q comprises entre 0 et L. Et par conséquent, l'énergie totale de la particule, c'est seulement l'énergie cinétique P au carré sur 2m. Donc voici l'expression du hamiltonien qui donne l'énergie totale E. Et on rappelle, on l'a vu à l'exercice précédent, qu'en général, au cours du temps, les variables Q et P peuvent changer, mais H reste constant. Donc ce qu'on appelle l'énergie E est une constante du mouvement. Alors si on fixe E, quels sont les points d'énergie E? Eh bien vous voyez, fixer l'énergie E, ça revient à fixer P. Et P au carré est égal à 2ME, autrement dit P est égal à plus ou moins racine de 2ME. Donc vous avez à une énergie donnée, l'impulsion est égale soit à racine de 2ME ici, soit à moins racine de 2ME. Et ça correspond en fait à l'intuition qu'à une énergie donnée, la particule a soit cette impulsion, autrement dit cette vitesse positive, elle se déplace vers la droite, soit cette vitesse négative, elle se déplace vers la gauche. Mais pour la formule de Weyl, on s'intéresse aux états d'énergie pas égal à E, mais inférieur ou égal à E. Autrement dit, on souhaite que P au carré sur 2m soit inférieur ou égal à E fixé. Et donc ça va correspondre aux impulsions plus petites que cette valeur P max en valeur absolue. Autrement dit, ce sont tous les points ici à l'intérieur de ce rectangle. Et quel est le volume? Eh bien c'est le volume, c'est la surface de ce rectangle.
Et la surface de ce rectangle, c'est très simple, c'est la largeur L fois la hauteur qui est 2P max. Donc voici la surface du rectangle. Et la formule de Weyl nous dit que le nombre de niveaux quantiques d'énergie plus petit que E, en première approximation, c'est cette surface, donc L fois 2P max divisé par la surface d'un quanta qui est 2pi h bar, puissance 1. On remplace P max par sa valeur, racine de 2me, ça nous fait donc 2L fois racine de 2me divisé par 2pi h bar. Donc voici l'expression n comme fonction de E. Et on peut inverser la formule et à partir de n de E, déduire E de n. E comme fonction de n, autrement dit, une approximation de la position du niveau petit n, du niveau d'énergie En pour un n donné. Allons-y. Donc dans cette équation, vous exprimez E à partir de n, et donc ça nous fait ici n fois 2pi h bar, divisé par 2L, et on prend le carré, et on divise par 2m. Alors, ça peut se simplifier, les deux se simplifient, et il reste pi carré, h bar carré, n carré, divisé par L carré, et divisé par 2m. Voici la formule qu'on obtient par la formule de Weyl, qui est approchée. Vous voyez, c'est extrêmement simple, cette dérivation. Et de façon très curieuse et intéressante, ça donne la formule exacte qu'on obtiendrait en résolvant le problème de valeur propre du hamiltonien quantique. Et je vous rappelle que c'est un problème assez simple à résoudre parce qu'en effet, les fonctions propres, ce sont des fonctions sinus, mais quand même, on a besoin de résoudre un problème aux valeurs propres, d'équations aux dérivées partielles. Et c'est vraiment intéressant d'observer ici que cette méthode qui a priori est très différente donne le résultat exact. Donc voilà, le résultat exact est rappelé ici et vous pouvez lire un cours de mécanique quantique pour voir comment on l'obtient. Alors, application de ce résultat, c'est de déduire la densité d'état. Donc par définition, la densité d'état, c'est la dérivée dn sur dE, autrement dit le nombre d'états dans un intervalle d'énergie dE donné. Donc à partir de cette formule n de E, on dérive par rapport à E pour obtenir dn sur dE. Donc il suffit de connaître la dérivée de racine de E puissance 1 demi. La dérivée de E puissance 1 demi, c'est 1 demi divisé par 1 demi divisé par racine de E. Voilà, donc ça fait tout simplement apparaître une constante qu'on n'a pas écrit divisé par racine de E. Et donc, comme fonction de E, la densité, vous voyez, décroît lorsque E augmente. Alors, le fait qu'elle décroisse lorsque E augmente, c'est très particulier ici à la dimension 1, et ça on s'y attend d'après cette formule, parce que vous voyez que la position des niveaux d'énergie ici, c'est une constante fois n carré. Et donc n carré, c'est par exemple, lorsque n est un entier, c'est 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, et vous voyez, c'est des nombres qui s'espacent de plus en plus. C'est 1, 4, 9, 16, etc. Et donc, comme ils s'espacent de plus en plus, leur densité diminue, comme cela est obtenu par cette courbe. On verra que en dimension plus grande, au contraire, la densité augmente avec l'énergie. Alors, deuxième question de l'exercice, c'est de reprendre le problème à 0 en considérant non pas une particule libre sur un axe à une dimension, mais une particule libre dans une boîte, dans une enceinte de volume V à 3 dimensions et une enceinte de volume quelconque. Alors, volume quelconque, c'est important parce que c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre exactement en mécanique quantique. On ne sait pas trouver les niveaux d'énergie et on pense que c'est impossible de trouver une formule exacte des niveaux d'énergie pour une particule libre dans une boîte de volume V quelconque, de forme quelconque. Alors là, il y a une petite note en bas de page. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Sauf dans le cas du parallélépipède par séparation des variables. Le cas de la sphère aussi, en éliminant les variables de direction et en se ramenant à un problème à 1 degré de liberté avec les variables radiales, et dans le cas d'un ellipsoïde,
ce sont 3 cas particuliers où on peut résoudre, trouver les niveaux d'énergie de façon exacte. Mais dans le cas général, c'est impossible. Alors faisons cette question 2. Appliquons la formule de Weyl. Et pour ça, il faut commencer par écrire le hamiltonien classique. Alors, vous avez compris que le hamiltonien classique, comme la particule est libre, c'est juste l'énergie cinétique, P au carré sur 2m. Mais cette fois-ci, on est en 3 dimensions, donc P au carré, c'est le module du vecteur impulsion au carré. Et donc, il s'agit des composantes P1 au carré, plus P2 au carré, plus P3 au carré. Et donc, d'après cette formule, P au carré sur 2m égale une constante. Autrement dit, P1 carré plus P2 carré plus P3 carré égale 2me. Voilà, et ça, vous reconnaissez l'équation d'une sphère dans l'espace de dimension 3, dans l'espace d'impulsion de dimension 3, c'est l'équation d'une sphère de rayon ici R carré, où R carré c'est donc égal à 2me. Autrement dit, une sphère de rayon R égale à racine de 2me. Voilà, ça signifie que, par exemple ici, vous voyez, on avait à une dimension, la particule était soit en ce point, dans l'espace des impulsions. On peut dire que ces deux points, c'est tous les points à distance P max de l'origine. C'est une sphère dans l'espace de dimension 1. Et ici, on a obtenu la généralisation, on a une sphère dans l'espace de dimension 3, qui est une surface. Mais pour appliquer la formule de Weyl, il faut regarder les points qui sont à l'intérieur de cette sphère, parce qu'on veut les points d'énergie plus petites ou égales à eux. Donc ce sont les points à l'intérieur de cette sphère de rayon R, divisé, c'est donc le volume de cette sphère, divisé par 2πh bar puissance 3, parce que maintenant on a 3 degrés de liberté, on est dans un volume de dimension 3. Voilà, alors la formule de Weyl donne le résultat suivant. Il faut prendre, bien sûr, attention, tous les points de l'espace de phase. Alors, concernant l'impulsion, on a vu qu'il s'agissait, pour l'impulsion seulement, des points à l'intérieur de la sphère de rayon R. Et donc le volume, c'est 4/3 de pi R3. C'est le volume dans l'espace des impulsions de la sphère de rayon R. Mais Q, il ne faut pas oublier la position Q. Or, que sait-on de la position Q? Eh bien, elle est libre, simplement elle appartient au volume V. Voilà, donc le volume, la contribution au volume de la position, c'est tout simplement le volume V. Et comme on est dans l'espace de phase, le volume dans l'espace de phase, ce sera le produit des volumes. Un peu comme vous voyez, à une dimension, eh bien, on avait concernant l'impulsion la longueur de ce segment qui était 2p max, et concernant la position, on avait cette longueur L. Et donc dans l'espace de phase, le volume, c'était le volume du rectangle, autrement dit le produit L fois 2p max. Ici, on a la même chose. On a V fois le volume de la sphère en impulsion. Et bien sûr, divisé par 2πh bar puissance 3. Donc là, on va remplacer R par racine de 2me. Alors, voici ce qui reste. Donc le volume V reste. Ensuite, concernant les nombres, donc 1 sur 3 apparaît ici. Concernant le chiffre 2, donc là vous avez 4. Là 2 puissance 3 c'est 8, donc 4 divisé par 8 c'est 1/2. Mais dans R3, il y a 2 puissance 3/2. Et 2 puissance 3/2 divisé par 2, ça fait 2 puissance 1/2. Ensuite, là vous avez pi divisé par pi au cube, il reste donc pi au carré. Et là vous avez h bar puissance 3. Et finalement, dans R puissance 3, il y a ME puissance 3/2. Voilà le résultat. Donc voici l'expression de n à partir de E. Inversement, on peut exprimer E à partir de n en inversant cette formule. Alors il faut passer tout à droite, vous voyez. Donc n fois 3 pi au carré h bar puissance 3. Voilà, lorsqu'on extrait E, donc on passe tout ça à droite, ça nous fait n fois 3 pi carré h bar 3, comme ici, divisé par V, divisé par racine de 2, et le tout puissance 2/3, et à la fin divisé par m. Donc voici E en fonction de n.
ça nous donnera donc les niveaux d'énergie en fonction de l'indice n. Alors vous voyez que ça augmente comme n puissance 2 tiers. Et la conséquence, c'est que la densité d'état, on l'obtient en dérivant n par rapport à e. Et la dérivée de e puissance 3 demi, c'est 3 demi de e puissance 1 demi. Et donc ça fait une constante fois 1 demi. Autrement dit, la densité d'état augmente comme racine carrée. Autrement dit, à haute énergie, les niveaux deviennent de plus en plus denses. Ça vient du fait qu'on est en dimension 3. Alors, la dernière question, c'est quelle modification apporter si jamais la particule était comme un électron et possédait deux états de spin internes. Qu'est-ce que ça changerait sur la densité d'état ou sur le nombre de niveaux d'énergie? La réponse est simple, c'est que ici on a calculé les niveaux d'énergie qu'on appelle spatial, dû à l'espace disponible. Mais si la particule a deux états de spin, elle a 2 fois plus de niveaux possibles à une énergie E donnée. Parce qu'elle peut, pour chaque état spatial, elle peut se mettre dans un état de spin ou dans l'autre. Et donc, le résultat, c'est que, en prenant cette formule, le nombre de niveaux d'énergie sous une énergie E donnée, ce serait ce résultat fois 2. Il faudrait rajouter un 2 ici, car on aurait 2 fois plus de niveaux disponibles. Voilà. Et donc, ça multiplierait par 2, de la même façon, la densité d'état.